Les chiffres qui apparaissent dans les livres de texte, 1,1 million de morts, 4 crématoriums, 5 ans d'exploitation, sont une abstraction, sont des nombres que le cerveau traite et archive. Ce que les documents, les témoignages, les plans de construction et les mémoires des bourreaux révèlent est quelque chose de différent, la mécanique spécifique, détail par détail, de comment fonctionne la mort quand elle s'industrialise. L'entreprise Pelican fournissait l'encre pour tatouer les numéros sur les avant-bras. L'entreprise Topf und Söhne d'Erfurt a facturé les crématoriums comme s'ils étaient des chaudières industrielles. I.J. Farben a calculé la rentabilité de chaque prisonnier jusqu'à décider de combien de calories minimales ils avaient besoin pour continuer à être utiles avant de mourir. Il y a des données sur Auschwitz qui n'apparaissent pas dans les résumés. Ces données sont 25 de ces données. Le 27 avril 1940, le Reichsführer SS Heinrich Himmler signa l'ordre officiel de création du camp de concentration d'Auschwitz. La décision ne partit pas d'une délibération idéologique sur l'extermination raciale. Elle partit d'un problème de stockage. Les prisons de la région de Silésie étaient pleines. Depuis l'invasion de la Pologne en septembre 1939, l'occupation allemande avait généré un flux ininterrompu d'arrestations. Intellectuels polonais, prêtres, professeurs, officiers de l'armée, dirigeants communautaires. L'opération systématique d'élimination des élites polonaises, la Intelligenzaktion, produisait plus de détenus que le système carcéral existant ne pouvait en contenir. Ils avaient besoin d'espace. La proposition vint du SS Hauptsturmführer Arpad Wigand, inspecteur de la Sicherheitspolizei, la police de sécurité, et adjoint du SS Obergruppenführer, Erich von dem Bach-Zelewski, le haut chef des SS et chef de la police pour la Silésie. La solution que Wigand identifia était un ensemble de baraquements abandonnés à 50 km au sud-ouest de Cracovie, près de la rivière Sola, dans la plaine de la petite ville polonaise d'Oswięcim, dont le nom en allemand était Auschwitz. Richard Glucks, chef de l'inspection des camps de concentration, envoya le SS Obersturmbannführer Walter Eisfeld, ex-commandant de Sachsenhausen, évaluer le site. Eisfeld l'inspecta et détermina qu'il était viable. 22 blocs de briques, originellement construits par l'armée austro-hongroise durant la Première Guerre mondiale et ensuite utilisés comme caserne polonaise. Fonctionnels, sans prétention, entourés par la ville. La personne que Himmler choisit pour commander le nouveau camp fut le SS Obersturmbannführer Rudolf Höss, de 38 ans, né à Baden-Baden le 25 novembre 1901 au sein d'une famille catholique dévote. Son père avait rêvé qu'il soit ordonné prêtre. Höss était tout sauf un prêtre. Il avait participé au dit Femme-Morde durant la République de Weimar, assassinats extrajudiciaires d'organisations paramilitaires d'extrême droite pour lesquels il fut condamné à 10 ans de prison. L'amnistie de 1928 le mit en liberté. En 1934, Himmler le recruta pour les SS. Il passa par Dachau et Sachsenhausen en apprenant les méthodes de Theodor Eicke, le fondateur du système concentrationnaire nazi, avant d'être d'abord désigné pour construire Auschwitz à partir de zéro. Höss s'installa avec son épouse Hedwig et ses 5 enfants dans une maison en stuc de 2 étages à de rares mètres du périmètre. Les fenêtres supérieures de cette maison donnaient directement sur les blocs de prisonniers à moins de 100 mètres. C'est là qu'il vécut avec sa famille, pendant qu'il construisait le camp. Le 14 juin 1940, le premier transport massif arriva depuis Tarnów. 728 prisonniers politiques polonais, professeurs, avocats, médecins, prêtres, reçurent les numéros de série de 31 à 758. Pour mars 1941, il y avait 10 900 prisonniers enregistrés. Le camp qui commença comme une solution de stockage se transforma en quelque chose de différent. Mais ce processus fut graduel, bureaucratique et documenté. L'horreur d'Auschwitz ne surgit pas de nulle part. Elle fut le produit accumulé de décisions administratives qui s'éloignaient chaque fois plus de ce que toute personne raisonnable aurait pu imaginer en cet avril de 1940. Dans tous les camps de concentration nazis, les prisonniers étaient identifiés par le numéro cousu sur leur uniforme. À Auschwitz, de plus, ce numéro se gravait de façon permanente sur la peau.
Auschwitz fut le seul camp du système concentrationnaire nazi où l'on tatouait les prisonniers de forme systématique. Les prisonniers de guerre soviétiques recevaient le numéro sur la poitrine gauche, les civils sur l'avant-bras gauche, sur la face interne. L'encre utilisée pour le processus était fournie par l'entreprise Pelican, qui existe comme marque commerciale jusqu'à ce jour. La raison pour laquelle se développa cette pratique, à partir de 1941, fut strictement fonctionnelle. Le taux de mortalité était si haut que les corps détériorés ne pouvaient plus s'identifier par le numéro cousu sur l'uniforme. Quand un prisonnier mourait, d'épuisement, de faim, d'un coup, et que l'uniforme était trop détérioré ou avait été retiré, il devenait impossible de savoir à qui appartenait le cadavre et quel était son numéro de série. Le système bureaucratique l'exigeait. Les numéros devaient correspondre, les registres devaient être précis. Le tatouage résolvait le problème. Le numéro sur la peau restait lisible même quand le corps était dans un état avancé de décomposition. Le système d'identification allait au-delà du numéro. Chaque catégorie de prisonniers portait un triangle de tissu cousu sous le numéro, rouge pour les prisonniers politiques, en majorité polonais, vert pour les criminels communs, noir pour les dits asociaux, vagabonds, prostituées, roms, violet pour les témoins de Jéhovah et rose pour les hommes homosexuels, majoritairement allemands. Les Juifs portaient l'étoile de David jaune, formée par 2 triangles superposés avec une lettre additionnelle qui indiquait la nationalité du porteur. Au sein de cette classification existait une hiérarchie raciale explicite. Les prisonniers allemands occupaient l'échelon le plus haut du système interne. Ensuite, les non-juifs d'autres pays. À la base, les juifs, à qui l'on niait même le droit de recevoir de la correspondance. Les dimanches, quand les autres prisonniers pouvaient écrire des lettres à leur famille, en allemand, censurés par les SS, les prisonniers juifs ne pouvaient rien faire. Ils étaient privés aussi de montres et de calendriers, ce qui leur l'empêchait de savoir quel jour ou quel mois c'était. Seulement 2 calendriers juifs fabriqués clandestinement dans le camp survécurent jusqu'à la libération. Ce que le système d'identification révèle est le caractère de la bureaucratie nazie, une hiérarchie raciale codifiée en couleurs, lettres et numéros, transférée sur la peau des victimes pour que les registres de l'extermination fussent impeccablement précis. Le Zyklon B arriva à Auschwitz pour tuer les poux. C'était un pesticide d'usage industriel, dérivé de recherches sur l'acide cyanhydrique réalisé en partie par le chimiste allemand Fritz Haber, qui avait gagné le prix Nobel de chimie en 1918 et était, avec une ironie que l'histoire pourrait difficilement avoir fabriquée, juif. Le Zyklon B se produisait sous forme de petits cristaux imprégnés du composé actif, conçu pour être versé dans des espaces clos où son évaporation éliminait les insectes. L'entreprise distributrice était Degesch, filiale d'IG Farben. À Auschwitz, le Zyklon B se stockait depuis les premiers mois du camp dans des chambres de désinfection où l'on traitait les uniformes, couvertures et autres objets pour éliminer les poux qui proliféraient inévitablement dans les conditions d'entassement. Les taches bleuâtres que le composé laissait sur les murs de briques étaient identifiables des décennies après la guerre. Le pas de tuer les poux à tuer des personnes fut l'initiative d'un officier qui le décrivit postérieurement comme un test d'efficacité. Durant l'été 1941, le consensus académique le situe en août, le SS Hauptsturmführer Karl Fritsch, Lagerführer adjoint du camp, conduisit un groupe de prisonniers de guerre soviétiques au sous-sol du bloc 11 et versa des cristaux de Zyklon B. L'expérience fut imparfaite. Le dosage était incorrect, l'espace trop compartimenté, la ventilation insuffisante pour les résultats espérés. Le processus de mort tarda entre 2 et 3 jours. Certains prisonniers ne moururent pas immédiatement. Fritsch prit note. La seconde expérience, documentée entre le 3 et le 5 septembre 1941, fut plus méthodique. Approximativement 850 personnes, principalement des prisonniers de guerre soviétiques, en même temps qu'un groupe de détenus polonais malades sélectionnés de l'hôpital du camp, furent conduites au bâtiment du crématorium 1. Il leur fut dit qu'ils allaient recevoir des vêtements neufs et qu'ils devaient se déshabiller avant d'entrer. Les portes se fermèrent, les lumières s'éteignirent. Le Zyklon B fut introduit depuis l'extérieur à travers des ouvertures dans le plafond. Le processus fonctionna.
Rudolf Höss écrivit sur cette découverte dans ses mémoires, rédigés durant sa captivité avant l'exécution et publiés en allemand en 1958 sous le titre « Commandant in Auschwitz ». Il décrivit avoir ressenti un certain soulagement. Le perturbait la perspective des exécutions massives par balles, comme celles que pratiquaient les Einsatzgruppen sur le front de l'Est. Il avait vu ses soldats tomber malades et se briser moralement en se voyant obligés de tirer sur des civils à courte distance. Le gaz, argumenta-t-il, permettait de distancier les exécuteurs de l'acte. Cette rationalisation, que le gaz était plus humain pour les exécuteurs, fut prononcée par l'homme qui commanda la plus grande installation d'extermination de l'histoire. Le crématorium 1 d'Auschwitz I, converti en chambre à gaz, avait une capacité pour entre 700 et 800 personnes simultanément. Ses murs intérieurs furent peints en blanc, furent installées de fausses pommes de douche au plafond. Les portes hermétiques de fer furent renforcées. Ce que Fritsch commença comme une expérience d'efficacité cet été de 1941 se transforma en moins de 2 ans en une opération capable de traiter 4416 corps toutes les 24 heures. Le 20 janvier 1942, 15 hauts fonctionnaires du gouvernement nazi et des SS se réunirent dans une villa au bord du lac Wannsee, dans la banlieue de Berlin, pour coordonner l'extermination des 11 millions de Juifs européens. La réunion dura approximativement 90 minutes. Présidée par le SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, la conférence compta avec la participation de représentants de divers ministères du Reich et des SS. Le protocole de la réunion, rédigé par Adolf Eichmann et conservé dans les archives, décrit en langage bureaucratique impassible le plan pour ce qu'il dénommait euphémiquement la solution finale à la question juive. Les 11 millions de Juifs européens identifiés dans les calculs des participants étaient classés par pays et nation comme s'ils étaient une statistique de production industrielle. 90 minutes. Auschwitz était déjà opérationnel quand eut lieu Wannsee. Les premières expériences avec le Zyklon B avaient eu lieu des mois auparavant. Les trains arrivaient déjà. Mais Wannsee institutionnalisa, coordonna et accéléra ce qui avait déjà commencé en le transformant d'une série d'initiatives locales en une politique d'État coordonnée à l'échelle continentale. Le protocole original de la conférence fut trouvé en 1947 par le procureur américain Robert Kempner parmi les archives du ministère des Affaires étrangères allemand. Il avait survécu à la guerre parce que personne ne l'avait détruit. Eichmann l'avait classé comme secret du Reich, Geheime Reichssache, et archivé avec les autres documents du département. 30 copies du protocole avaient été envoyées aux participants. Seule cette copie survécut. Le document a 16 pages. Ce que la conférence de Wannsee démontre est le caractère de la machinerie qui opéra Auschwitz. Non pas une conspiration de criminels dans l'ombre, mais une réunion bureaucratique avec des procès-verbaux et des listes de présence, ou des fonctionnaires avec des diplômes universitaires, avec des familles à la maison et avec des lettres de recommandation, résolurent en 90 minutes la logistique du plus grand crime de l'histoire. La construction d'Auschwitz de Birkenau commença en octobre 1941 à Brzezinka, Birkenau en allemand, un village agricole à 3 km du camp principal. Pour lui faire de l'espace, 7 villages furent éliminés. Leurs habitants polonais expulsés, leurs maisons démolies ou appropriées pour l'usage des SS. Le nom Birkenau signifie « forêt de bouleaux ». Le SS Sturmbannführer Karl Bischoff, architecte des SS et chef de la direction de construction du camp, supervisa le dessin. Le budget initial fut de 8,9 millions de Reichsmark, bientôt insuffisant. Le plan original de Bischoff prévoyait des baraquements pour 550 prisonniers chacun. La demande d'espace grandit si vite que le chiffre fut révisé à 744 par baraquement, portant la capacité totale de 97 000 à 125 000 personnes. Les baraquements de Birkenau étaient, en majorité, des structures de bois conçues originellement comme écuries pour les chevaux de l'armée allemande. Chacun mesurait 35,4 par 11 mètres, divisés en 62 compartiments de 4 mètres carrés, subdivisés à leur tour en perchoirs, le terme que les prisonniers utilisaient pour les plateformes de bois où ils dormaient, conçus initialement pour 3 personnes et élargis à 4 quand la pression l'exigea. Alfred Czesław Przybylski, prisonnier polonais qui travailla à la construction,
déclara dans son témoignage que le choix du site, sur un terrain marécageux, alors qu'il y avait du terrain sec disponible à peu de distance, n'avait pas été accidentel. Il déclara avoir la ferme conviction que le choix du site, sur un terrain humide, avait l'intention d'exterminer les prisonniers qui travaillaient là et aussi ceux qui habiteraient les bâtiments. Le terrain marécageux signifiait des sols qui se transformaient en bourbiers en période de pluie. Cela signifiait du froid qui pénétrait depuis le bas dans les châssis de bois. Cela signifiait de l'eau stagnante qui favorisait la prolifération de moustiques et de maladies. Les baraquements manquèrent d'isolation thermique effective, brutale en hiver, suffocant en été. Dans beaucoup de baraquements, les fenêtres ne pouvaient pas s'ouvrir. Romano Frister, écrivain qui survécut à Birkenau, se rappela des décennies plus tard les nuits d'hiver. Les baraques ne furent jamais chauffées, et les poêles en elles étaient utilisés comme table. Après le rassemblement du soir, qui durait pour toujours, il n'y avait pas d'endroit dans lequel nous pouvions nous réchauffer. Nous allions dormir sans enlever nos vêtements, parfois sans enlever nos chaussures. Les premiers à habiter Birkenau pendant qu'ils le construisaient furent 10 000 prisonniers de guerre soviétiques arrivés entre le 7 et le 25 octobre 1941. Ils vivaient dans la boue, dans des bâtiments inachevés, sans chauffage, avec des rations minimales. Pour le 1er mars 1942, il restait enregistré seulement 945. Plus de 9 000 personnes en moins de 5 mois, mortes de froid, de faim et de maladie. Birkenau atteignit son apogée en mai 1944, avec 90 000 prisonniers enregistrés simultanément dans ses plus de 300 baraquements. Mais ce chiffre ne reflète pas le trafic réel de personnes qui passèrent par le camp. La majorité de ceux qui arrivaient dans les trains n'étaient jamais enregistrés. Ils passaient directement des wagons à la chambre à gaz. La journée à Auschwitz commençait à 4h30 du matin en été. À 5h30 en hiver, la seule concession que le système faisait au froid polonais. Un gong métallique résonnait à travers les blocs. Le superviseur de baraquement commençait immédiatement à frapper les détenus avec des bâtons pour les forcer à se lever. Le premier objectif était la toilette personnelle. En théorie, les lavoirs étaient des bâtiments communautaires où des douzaines ou des centaines d'hommes devaient se laver simultanément à l'eau froide, fréquemment sale, sans savon, en une question de minutes. Primo Levi décrit le lavoir d'Auschwitz, 3 en 1944, comme un lieu mal éclairé, plein de courants d'air, avec le sol de briques couvert par une couche de boue. Les murs du lavoir étaient décorés de fresques. Le bon prisonnier, tête rasée, se savonnant diligemment, avec le panneau « Sobis du Rhin », ainsi tu es propre. Le mauvais prisonnier, avec un nez sémitique prononcé, des vêtements sales, avec le panneau « Soges du Rhin », ainsi tu finis mal. La propagande arrivait jusqu'au mur des bains. Les latrines méritent une description à part. Dans le secteur BI à d'Auschwitz, 2 Birkenau, les sanitaires, étaient des canaux de béton avec 58 orifices pour s'asseoir, accessibles uniquement 2 fois par jour, matin et soir, pour un temps strictement limité. Un prisonnier était assigné pour chronométrer combien de temps tardaient les travailleurs. Ceux qui tardèrent trop étaient frappés. La gynécologue Gisela Perle, survivante du camp de femmes, écrivit en 1948 qu'il y avait une latrine pour entre 30 000 et 32 000 femmes et qu'il leur était seulement permis de l'utiliser à certaines heures de la journée. Elle décrivit des files de femmes enfoncées jusqu'aux genoux dans des excréments humains, un fossé profond avec des planches traversées où elles s'accroupissaient si serrées que nous ne pouvions pas éviter de nous salir les unes les autres. Après la toilette, l'appel. Le appel. Les prisonniers s'alignaient dans la cour en rang de 10. Le compte pouvait durer des minutes ou des heures interminables, dépendant de l'humeur des officiers de service et de si les numéros correspondaient. Le 6 juillet 1940, l'appel dura 19 heures parce que Tadeusz Wiejowski s'était échappé. Des centaines de prisonniers restèrent debout toute une nuit et une grande partie du jour suivant. Les gardes pouvaient imposer des châtiments additionnels pour des motifs qui frôlaient l'absurde. Un bouton manquant, une gamelle mal lavée, une posture qui ne paraissait pas suffisamment droite. La journée de travail durait 11 heures, une grande partie en plein air, chantier de construction, carrière, sablière, scierie, sans pause permise. Le froid polonais pouvait descendre en dessous de 20 degrés sous zéro entre novembre et mars.
Les uniformes à rayures de tissu mince ne fournissaient pas de protection thermique. Victor Frankl, psychiatre viennois qui survécut au camp, écrivit dans Découvrir un sens à sa vie qu'en occasion il faisait si froid que les prisonniers surinaient dessus pour se réchauffer momentanément. La diète représentait entre 1300 et 1700 calories quotidiennes pour des hommes qui réalisaient un travail physique intense durant 11 heures. Le besoin calorique de base dans ces conditions était d'entre 3500 et 4000 calories. Le déficit de 50 à 60% était délibéré et calculé. L'historien Peter Hayes décrit comment à Monowitz les prisonniers restaient réduits à des squelettes ambulants dans un délai de 3 à 4 mois, à 7 heures du soir, second appel. Si un prisonnier était mort durant la journée, le cadavre devait être ramené au camp et présenté au décompte. Les compagnons de travail du défunt chargèrent le corps, lumières éteintes à 9 heures du soir. Dans des châssis de bois sur 3 niveaux, avec jusqu'à 4 personnes par compartiment conçu pour une, les prisonniers dormaient avec les vêtements mis et les chaussures sous le corps pour qu'on ne les leur volât pas. Entre les détails les plus perturbateurs du système quotidien d'Auschwitz, il y en a un qui, à première vue, semble incompatible avec l'horreur environnante, la musique. Un orchestre de prisonniers, connu comme l'orchestre de femmes d'Auschwitz dans le cas du camp féminin, était obligé de jouer de la musique joyeuse pendant que les travailleurs sortaient par les portes du camp vers leur journée de travail. Des marches, des pièces populaires, des mélodies vivaces. La même musique résonnait quand les colonnes revenaient à la tombée de la nuit. La raison déclarée était opérationnelle: faciliter le passage des prisonniers en colonnes ordonnées et simplifier le décompte des gardes, qui comptaient plus facilement quand les prisonniers marchaient au rythme de la musique. Mais l'effet sur ceux qui l'écoutaient avait une cruauté d'une dimension différente. À la tête de l'orchestre de femmes d'Auschwitz se trouva, de 1943 jusqu'à sa mort dans le camp en avril 1944, Alma Rosé, nièce du compositeur Gustav Mahler, fille du violoniste Arnold Rosé, et l'une des violonistes les plus brillantes d'Europe de sa génération. Alma Rosé avait fui l'Allemagne nazie, avait perdu son premier mari en Hollande et avait été capturée en 1943 en tentant de traverser la frontière suisse depuis la France. Elle arriva à Auschwitz en juillet de cette année-là. Sous sa direction, l'orchestre féminin atteignit un niveau musical que plusieurs témoignages de survivants décrivent comme extraordinairement haut pour les circonstances. Rosé était exigeante jusqu'à la cruauté avec son groupe, mais elle les protégeait aussi. Les musiciennes de l'ensemble avaient des conditions de vie marginalement meilleures que le reste des prisonnières, ce qui pour beaucoup signifia la différence entre survivre et ne pas le faire. La nuit où Rosé mourut, de façon soudaine, le 4 d'avril 1944, de causes qui ne furent jamais déterminées avec certitude, bien que l'empoisonnement fût une hypothèse consistante, on dit que les femmes de l'ensemble pleurèrent ouvertement. Quelque chose qui, à Auschwitz, exigeait une mesure de désespoir qui transcendait la peur. L'orchestre masculin d'Auschwitz en exista depuis octobre 1940. Dans les deux cas, les prisonniers musiciens étaient recrutés pour leur habileté à jouer d'un instrument, indépendamment de leur formation préalable ou catégorie. Un charpentier qui jouait du violon pouvait passer à l'orchestre et s'éloigner temporairement du travail physique le plus destructeur. L'image de musiciens prisonniers jouant des marches pendant que leurs compagnons marchaient vers l'épuisement et le froid est l'une des plus durables du camp, non pour sa beauté, mais pour ce qu'elle révèle sur la nature du système, la capacité d'intégrer la culture, l'art et la musique comme outils de contrôle. Les déportés arrivaient à Auschwitz dans des wagons de marchandises, conçus pour transporter du bétail ou des marchandises, non des personnes. Sans siège, sans fenêtres, ou avec des fenêtres minimales couvertes de fils de fer. Sans toilette, un seau dans le coin pour des centaines de personnes, sans eau potable garantie. Le temps de voyage dépendait de l'origine, depuis la Hongrie entre 1 et 3 jours, depuis la France entre 2 et 3 jours, depuis les Pays-Bas approximativement 3. Depuis la Grèce, depuis Salonique, où vivait l'une des communautés juives les plus anciennes de la Méditerranée, avec plus de 500 ans d'histoire enracinée dans cette ville, le voyage pouvait durer 10 jours ou plus, 10 jours. Dans ces conditions, l'entassement pouvait être tel que les personnes ne pouvaient pas s'asseoir.
Elle restait debout durant des heures ou des jours, poussée contre d'autres personnes, respirant l'air vicié du wagon fermé. En été, la chaleur pouvait être mortelle. En hiver, le froid pénétrait à travers les planches de bois. Beaucoup mouraient durant le trajet. Les cadavres restaient dans le wagon à côté des survivants jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. La Alte Judenrampe, la vieille rampe juive, était la plateforme de déchargement utilisée de 1942 jusqu'à mai 1944, située entre Auschwitz I et Auschwitz II-Birkenau, à 2,5 km des chambres à gaz. Les déportés devaient marcher cette distance en colonne supervisée par des gardes avec des chiens. L'automobile qui accompagnait chaque transport portait le symbole de la Croix-Rouge. Elle transportait le Zyklon B. Le médecin des SS qui allait dans ce véhicule était là pour s'assurer qu'aucun officier des SS ne résulta accidentellement empoisonné durant le processus de gazage. En mai 1944, pour gérer les transports de juifs hongrois qui, à leur moment de plus grande intensité, arrivaient à 12 000 personnes par jour, fut complété l'embranchement ferroviaire qui pénétrait directement à l'intérieur du périmètre de Birkenau. La nouvelle rampe restait à de rares mètres des crématoriums 2 et 3. Le train entrait par l'arche de la tour de vigilance, avançait lentement par les voies intérieures et s'arrêtait. Depuis ce moment, le parcours jusqu'à la mort se mesurait en mètres. Les déportés arrivaient après des jours de voyage dans des conditions qui étaient déjà létales, désorientés, épuisés, déshydratés. La majorité ne comprenait pas où ils étaient ni ce qui les attendait. Cela faisait partie du dessein. Quand un transport arrivait à Auschwitz, le processus qui suivait était la sélection. Les déportés étaient divisés en deux groupes. À droite, ceux considérés aptes à travailler. À gauche, les autres. Selon les calculs de l'historien polonais Franciszek Piper, sur les 1,095 millions de juifs déportés à Auschwitz, approximativement 205 000 furent enregistrés dans le camp et reçurent un numéro de série. Quelques 25 000 furent envoyés à d'autres camps. Les 865 000 restants, presque le 80%, furent assassinés directement à leur arrivée, sans être enregistrés, sans recevoir de numéro. Ils n'existèrent jamais officiellement comme prisonniers. Le critère de sélection avait ses propres règles codifiées, bien que son application dépendît de l'officier de service. Les directives générales étaient claires. Tous les enfants de moins de 14 ou 15 ans, tous ceux qui arrivaient avec des enfants en bas âge dans les bras, parce que cela impliquait qu'elles étaient mères ou gardiennes, par conséquent non disponibles pour le travail, tous les vieillards, tous ceux qui présentaient des signes visibles de maladie ou d'incapacité. Aux enfants, on les obligeait à marcher vers un bâton soutenu à certaine hauteur. Ceux qui pouvaient passer par-dessous étaient sélectionnés pour la mort. L'historien Raoul Hilberg écrivit que pratiquement n'importe quel défaut, cicatrice, bandage, furoncle, émaciation, pouvait être un motif suffisant pour être considéré non apte pour le travail. Les sélectionnés pour le travail, ce 20 ou 25%, étaient enregistrés comme prisonniers. Le reste était conduit vers les crématoriums par un chemin conçu pour maintenir le calme. Il leur était dit qu'ils allaient se doucher et être épouillés. Il leur était demandé de se rappeler le numéro du crochet où ils avaient rependu leurs vêtements pour les récupérer après. Les SS savaient que si les victimes comprenaient ce qui les attendait, le processus logistique se compliquerait exponentiellement. La tromperie était un outil de contrôle opérationnel, non une considération humanitaire. Ce chiffre, 865 000 personnes gazées sans être jamais enregistrées, a une implication additionnelle qui fréquemment passe inaperçue. Il signifie que les statistiques de morts à Auschwitz sont construites, en grande partie, à partir de registres que le camp lui-même généra. De ceux qui furent assassinés avant d'arriver au système d'enregistrement, il n'y a pas de liste. Leur existence doit se reconstruire à partir des registres de déportation des communautés d'origine, qui, dans beaucoup de cas, furent aussi détruits. Joseph Mengele arriva à Auschwitz le 30 mai 1943 avec le rang de SS Hauptsturmführer et 2 doctorats, un en médecine et un autre en anthropologie, tous deux par l'université de Francfort. Il avait 32 ans. Il était ponctuel, méticuleux et se présentait sur la rampe de sélection élégamment uniformisé, avec des gants blancs et une cravache. Son cri durant la sélection
Zwillinge Haus était l'annonce que les jumeaux identiques fassent un pas en avant. Les jumeaux étaient son obsession scientifique spécifique, à côté des nains, des personnes avec des malformations et des porteurs de maladies héréditaires. Il établit dans les baraquements 29 tensions et 31 de Birkenau un jardin d'enfants pour les enfants avec qui il expérimentait, où il recevait de meilleures rations de nourriture que le reste des prisonniers. Aux jumeaux sélectionnés, on leur mesurait toutes les parties du corps, on les photographiait, on leur réalisait des analyses dentaires, de vue et d'audition. On leur extrayait du sang. On leur pratiquait des chirurgies, des transfusions croisées de sang. Quand l'un des jumeaux mourait, de n'importe quelle cause, Mengele ordonnait de tuer l'autre pour réaliser des autopsies simultanées et comparer les résultats. Eva Moses-Kor, survivante qui souffrit les expériences à côté de sa sœur jumelle Myriam, fonda des décennies plus tard le groupe Candles, Children of Auschwitz, Nazi Deadly Lab Experiments Survivors, et décrivit les procédures avec une précision qui a été vérifiée par de multiples témoignages coïncidents. Les jumeaux étaient injectés avec des germes pathogènes pour étudier comment répondaient leurs systèmes immunologiques de façon parallèle. Mais Mengele n'était pas seul. Karl Klauberg, SS Hauptsturmführer et gynécologue, injecta des substances chimiques dans les utérus de femmes pour tenter de les obstruer de façon permanente comme méthode de stérilisation de masse. Horst Schumann irradia avec des rayons X les organes génitaux d'hommes et de femmes pour provoquer la stérilisation par moyen de dommages par radiation. Les hommes à qui cette procédure laissait incapables de travailler pouvaient être envoyés directement à la chambre à gaz. Rudolf Brandt et Wolfram Sievers, directeur général de l'Ahnenerbe, l'institut de recherche pseudo-scientifique des SS, remirent les squelettes de 87 prisonniers juifs sélectionnés pour leurs caractéristiques raciales à l'Institut anatomique de la Reichsuniversité à Strasbourg sous la direction du professeur August Hirt. Les prisonniers furent assassinés en août 1943 dans le camp de Natzweiler-Struthof pour compléter la collection de squelettes. Kurt Eismayer, médecin des SS, emmena d'Auschwitz 20 enfants juifs polonais au camp de Neuengamme, près de Hambourg, où il leur injecta le bacille de la tuberculose pour essayer de possibles cures. En avril 1945, quand l'avance alliée menaçait de faire découvrir l'expérience, les enfants furent pendus pour éliminer les évidences. Le procès des médecins à Nuremberg, célébré entre 1946 et 1947 et qui fut le premier des 12 procès qui suivirent le procès principal, formula pour la première fois dans le droit international les principes du Code de Nuremberg sur l'éthique médicale. Tous ces principes avaient été violés systématiquement dans le bloc 10 d'Auschwitz. Brandt et Sievers furent exécutés en 1948. Klauberg fut capturé par les soviétiques, condamné en 1948 à 25 ans, libéré en 1955 dans le cadre d'un échange de prisonniers et mourut en 1957 en Allemagne occidentale alors qu'il attendait un second procès. Mengele fuit en Argentine et mourut en 1979 au Brésil sans avoir été jugé. À 7 km à l'est d'Auschwitz, le conglomérat chimique I.G. Farben choisit en 1941 un site pour construire une usine de Buna-N, le caoutchouc synthétique essentiel pour l'effort de guerre allemand. Le choix ne fut pas fortuit. La Oststeuergesetz, la loi d'assistance fiscale orientale, de décembre 1940 offrait des exonérations fiscales aux corporations disposées à développer des industries dans les régions frontalières de l'Est. Le camp de concentration d'Auschwitz, à de rares kilomètres, représentait une source de main-d'œuvre pratiquement gratuite. L'accès ferroviaire et la proximité des matières premières complétaient l'argument économique. En février 1941, Himmler ordonna que la population juive d'Oswiecim fût expulsée pour faire de l'espace aux travailleurs spécialisés allemands. Les prisonniers du camp commencèrent à travailler dans la démolition de maisons à Monowitz en avril de cette année-là. Pour mai, en raison de la pénurie de camions, plusieurs centaines d'entre eux se levaient à 3 heures du matin pour marcher 2 fois par jour depuis Auschwitz, jusqu'au chantier. Quant aux administrateurs des SS, leur préoccupa qu'une longue file de prisonniers épuisés traversant la ville d'Oswiecim endommageât les relations germano-polonaises. Ils ordonnèrent aux prisonniers de se raser quotidiennement, de se maintenir propres et de chanter pendant qu'ils marchaient. En octobre 1942, I.G. Farben termina le complexe. Auschwitz, 3 Monowitz.
le premier camp de concentration financé et construit par l'industrie privée. Il mesurait 270 par 490 mètres. À la fin de 1944, il abritait 60 baraquements. E.J. Farben payait au SS entre 3 et 4 Reichsmark par tranche de 9 à 11 heures de chaque détenu. L'entreprise calculait et rentabilisait la vie humaine comme un intrant de production. Entre 1943 et 1944, approximativement 35 000 détenus travaillèrent dans l'usine. Parmi eux, 23 000 moururent de dénutrition, de maladies et d'épuisement. Une moyenne de 32 morts par jour. Les morts et les transferts aux chambres à gaz d'Auschwitz II réduisaient la population du camp de presque un cinquième chaque mois. L'odeur des crématoriums se déplaçait sur Monowitz, dépendant de la direction du vent. Beyer, parti alors d'E.J. Farben, paya 150 Reichsmark pour chaque groupe de 150 prisonnières pour tester un anesthésique. Un employé de Beyer écrivit dans une lettre à Heuss, conservée dans les archives du camp: « Le transport de 150 femmes est arrivé en bonnes conditions. Cependant, nous n'avons pas pu obtenir de résultats concluants parce qu'elles sont mortes durant les expériences. Nous vous prions de nous envoyer un autre groupe de femmes avec la même quantité et au même prix. » D'autres entreprises allemandes qui établirent des usines avec leurs propres sous-camps: Krupp, Siemens, Schuckert. L'encre pour tatouer les numéros sur les avant-bras: Pelikan. Le Zyklon B, Degesch, filiale d'E.J. Farben. Le 20 août 1944, les avions alliés bombardèrent pour la première fois l'usine d'E.J. Farben à Monowitz. Ils revinrent le 13 septembre, le 18 et le 26 décembre. Les explosions détruisirent des installations. Les prisonniers continuèrent de travailler dans les décombres. L'usine de caoutchouc synthétique d'E.J. Farben à Monowitz n'arriva jamais à produire une seule livre de caoutchouc. La guerre se termina avant que l'usine atteignît sa pleine capacité opérationnelle. 23 000 personnes moururent pour construire et opérer une installation qui ne produisit rien. Les plans des crématoriums 2 et 3 d'Auschwitz-Birkenau ne furent pas dessinés par les SS. Les dessina l'entreprise Topf und Söhne, avec siège à Erfurt, Allemagne. Topf und Söhne était une compagnie spécialisée dans les systèmes de ventilation, les fours industriels et les équipements de séchage pour les brasseries et d'autres usages industriels. Ces ingénieurs, civils, employés d'une entreprise privée avec des actionnaires et une comptabilité, convinrent d'une correspondance technique détaillée avec les SS d'Auschwitz sur les systèmes d'extraction d'air des chambres à gaz, les résistances des briques réfractaires aux températures des fours, la capacité des ascenseurs qui transporteraient les cadavres depuis les vestiaires souterrains jusqu'aux salles de four. Chaque crématorium de Birkenau était un complexe intégré de 3 éléments: une salle de déshabillage, le Auskleiderraum, avec des patères numérotées sur les murs, une chambre à gaz souterraine de 30 par 7 mètres et une salle de four. Les crématoriums 2 et 3 avaient une capacité nominale de 1440 corps en 24 heures chacun. Les crématoriums 4 et 5 de dessins différents avec des vestiaires et des chambres au rez-de-chaussée, 768 chacun. En tout, 4416 corps en 24 heures. Le Sonderkommando, chargeant 3 à 5 cadavres simultanément dans chaque four, pouvait atteindre approximativement 8000 crémations quotidiennes dans les moments de plus grande pression. La capacité moyenne entre 1942 et 1944 fut d'environ 1000 corps par jour. Pour l'été 1944, en plus des crématoriums, on excava des fosses de crémation en plein air derrière le crématorium 5 pour les jours où les fours ne suffisaient pas. Les colonnes de fumée étaient visibles depuis des kilomètres à la ronde. L'odeur était perceptible dans les villages voisins. Les archives de Topf und Söhne survécurent à la guerre. Les plans des crématoriums, les lettres techniques, les factures sont conservés. Les architectes d'Auschwitz-Birkenau oublièrent de détruire les plans de la direction de construction parce qu'ils étaient gardés dans un bâtiment différent de celui des registres principaux qui, eux, furent brûlés. En 2009, le journal allemand Bild acquit 29 de ces documents et les déposa dans les archives de Yad Vashem. Parmi ces documents survécus, le plan daté du 14 octobre 1941 du camp complet de Birkenau,
Le plan du 8 octobre 1941 pour un baraquement avec capacité pour 550 prisonniers, signé par Bischoff, les plans des crématoriums 2 et 3, un croquis bidimensionnel de l'entrée du camp qui se transformerait en l'image la plus reconnue de l'Holocauste. L'extermination de masse fut un projet d'ingénierie avec une documentation d'archives. Le processus auquel étaient soumises les victimes à l'intérieur des crématoriums avait été conçu dans chaque détail pour maintenir le calme jusqu'au dernier moment possible. Aux victimes, on les conduisait par des escaliers aux salles de déshabillage. Les SS leur disaient qu'après la douche, elles recevraient du café chaud. Les panneaux sur les murs signalaient l'importance de se rappeler le numéro de la patère où elles avaient laissé les vêtements pour pouvoir les récupérer après. Les fausses pommes de douche installées au plafond de la chambre à gaz complétaient l'illusion. Les panneaux à l'intérieur des installations utilisaient des mots comme bad, bain, ou Desinfektionsraum, salle de désinfection. L'automobile qui transportait le Zyklon B portait le symbole de la Croix-Rouge. Une fois dans la chambre, qui pouvait héberger jusqu'à 2000 personnes, les portes hermétiques se fermaient. Les hommes des SS avec des masques à gaz s'approchaient des ouvertures du plafond. Ils ouvraient les boîtes de Zyklon B. Ils versaient les cristaux bleuâtres vers l'intérieur. Leib Langfuss, membre du Sonderkommando, enterra son journal écrit en yiddish près du crématorium 3 d'Auschwitz II. Il fut trouvé en 1952. Dedans, il écrivit sur ce qu'il entendait depuis l'autre côté des portes fermées. Il criait seulement avec des voix amères et lamentables. D'autres se plaignaient avec des voix pleines de désespoir, et d'autres encore sanglotaient spasmodiquement et proféraient un pleur déchirant et terrible. Et pendant ce temps, leur voix s'affaiblissait chaque fois plus. Il décrivit comment, par le grand entassement, les gens tombaient les uns sur les autres pendant qu'ils mouraient, jusqu'à ce que se formât un monceau de 5 ou 6 couches superposées, qui atteignaient une hauteur d'1 mètre. Le processus de mort prenait entre 10 et 20 minutes. Rudolf Höss déclara devant les procureurs de Nuremberg que cela prenait jusqu'à 20 minutes. Les corps, selon le témoignage consistant de plusieurs membres du Sonderkommando, s'empilaient en strates quand la chambre était pleine. Dans le fond, les plus faibles, enfants, vieillards, femmes. Au sommet, les plus jeunes et robustes, ceux qui avaient tenté de grimper vers les derniers centimètres d'air non empoisonné. Quand les portes s'ouvraient, le Sonderkommando commençait son travail. Il retirait les lunettes, les prothèses dentaires, les appareils orthopédiques. Il rasait les cheveux des femmes. À Auschwitz, à la différence d'autres camps d'extermination, les cheveux se coupaient après la mort, non avant. Ensuite, ils extrayaient l'or des dents, retiraient les bijoux et incinéraient les cadavres. La tromperie n'était pas une considération humanitaire. C'était un outil de contrôle opérationnel. Tant que les victimes croyaient qu'elles allèrent se doucher, le processus logistique fonctionnait sans besoin de violence additionnelle qui put créer des complications. Pour le 6 février 1943, le ministère de l'économie du Reich avait reçu 3000 kg de cheveux provenant d'Auschwitz et de Majdanek. Le cheveu coupé des victimes après le gazage et des prisonniers au moment d'entrer au camp était soumis à un processus spécifique. Il se nettoyait d'abord dans une solution de sel ammoniaque, se séchait sur le sol de briques des crématoriums eux-mêmes, se peignait et s'empaquetait dans des sacs en papier. Ensuite, il s'envoyait à des usines textiles en Allemagne, où il était converti en tissus industriels, rembourrage pour matelas, feutres isolants, cordons pour bottes militaires. Une usine de fabrication à Bremen-Blumenthal le recevait de façon régulière. Les travailleurs de cette usine trouvèrent de petites pièces de monnaie avec des lettres grecques dans certaines détresses, possiblement des approximativement 50 000 juifs grecs déportés à Auschwitz en 1943. Quand l'armée rouge libéra le camp en janvier 1945, elle trouva 7000 kg de cheveux humains dans des sacs prêts à être envoyés. L'or extrait des dents courait un sort différent. À partir du 23 septembre 1940, par ordre de Himmler, l'or des prisonniers morts était envoyé au service de santé des SS pour être utilisé par les dentistes du corps dans le traitement odontologique des officiers des SS et de leurs familles. Pour le 8 octobre 1942, s'était accumulé 50 kg. Au début de 1944, s'extrayait entre 10 et 12 kg mensuels.
Le travail d'extraction le réalisaient des membres du Sonderkommando qui avaient des connaissances en odontologie. N'importe quel membre du Sonderkommando qui passait outre un travail dentaire, qui n'extrayait pas une pièce qui contenait de l'or, pouvait être incinéré vivant. Les cendres des cadavres s'enterraient dans des fosses communes, se jetaient au fleuve Vistule ou s'utilisaient comme fertilisant dans les champs agricoles de l'Interessengebiet. Les restes d'os qui n'avaient pas brûlé complètement se broyaient dans des mortiers de bois. Le système était conçu pour ne pas laisser de traces. Mais il laissa des traces. L'Armée rouge, en plus des 7000 kg de cheveux, trouva 837 000 vêtements de femmes, 370 000 costumes d'hommes et 44 000 paires de chaussures dans les entrepôts Canada du camp. À Auschwitz I, entre le bloc 10 et le bloc 11, il y avait une cour entourée par de hauts murs. Sur l'un de ces murs, face au bloc 11, il y avait une paroi de bois renforcée qui servait comme lieu d'exécution. Les prisonniers étaient emmenés nus jusqu'à cette paroi, avec les mains attachées dans le dos et fusillés dans la nuque. Les premières exécutions là-bas eurent lieu le 11 novembre 1941, jour de l'indépendance nationale polonaise, avec 151 personnes. Cet espace passa à être connu comme le mur de la mort. On calcule qu'approximativement 4500 prisonniers politiques polonais furent exécutés dans cette cour, incluant des membres de la résistance interne du camp. D'autres 10 000 Polonais furent emmenés au camp exclusivement pour être exécutés sans être enregistrés comme prisonniers. Le bloc 11 en soi, connu comme le bloc 13 jusqu'en 1941, était la prison dans la prison. Réservé pour les prisonniers suspectés d'activités de résistance, il contenait des cellules de châtiment dans le sous-sol d'une cruauté pensée dans chaque détail. La cellule 22, la cellule debout sans fenêtre, le Stehbunker, était divisée en 4 sections, chacune de moins d'1 mètre carré. 4 prisonniers accédaient à elle à travers une trappe près du sol. Un soupirail de 5 par 8 cm. Des prisonniers qui passaient des semaines dans ces conditions. Les capots qui supervisaient les prisonniers durant le travail recevaient des surnoms que l'historienne Irena Strzelecka documenta dans ses recherches: sanglant, fer, l'étrangleur, le boxeur. Les motifs documentés de châtiment dans les 275 rapports existants dans les archives d'Auschwitz incluent retourner pour la seconde fois à la file de nourriture, s'enlever les dents en or pour acheter du pain, entrer dans la porcherie pour voler de la nourriture aux cochons, se mettre les mains dans les poches. La flagellation durant l'appel était routinière. Une table appelée « la chèvre » immobilisait les pieds du prisonnier dans une caisse pendant qu'il était fouetté sur elle. Les prisonniers devaient compter à haute voix les coups en allemand. 25 mit besten Dank hab ich erhalten. 25 reçus avec grand merci. S'ils se trompaient dans le chiffre, la flagellation serait assumée depuis le début. Le châtiment du poteau consistait à attacher les mains dans le dos avec des chaînes sujettes à des crochets, en levant les chaînes jusqu'à ce que les prisonniers restassent pendus par les poignets. Si les épaules restaient endommagées jusqu'au point d'empêcher le travail, le prisonnier pouvait être envoyé à la chambre à gaz. Rudolf Höss écrivit que les ordres d'exécution arrivaient dans un flux ininterrompu. Selon l'officier des SS Perry Broad, parmi les condamnés au mur de la mort, il y eut des hommes qui, en ce dernier moment, crièrent « Vive la Pologne » ou « Vive la liberté ». Le Sonderkommando, le détachement spécial, était le groupe de prisonniers obligés d'opérer les installations d'extermination. Il guidait les victimes vers les vestiaires. Il sortait les cadavres des chambres à gaz. Ils retiraient l'or dentaire, ils rasaient les cheveux, ils incinéraient les corps dans les fours ou dans les fosses en plein air. Ils étaient principalement juifs. En 1940 et 1941, quand seulement il y avait une chambre à gaz opérationnelle, le Sonderkommando avait 20 membres. Pour la fin de 1943, ils étaient 400. En 1944, durant le génocide des Juifs hongrois, ils arrivèrent à 874. Ils vivèrent séparés du reste des prisonniers, bien que cette règle ne s'appliquât pas toujours aux non-juifs parmi eux. Leurs conditions matérielles étaient marginalement meilleures. Accès à des vêtements et de la nourriture des nouveaux arrivés, espace propre pour dormir. Mais aucun privilège matériel ne pouvait compenser ce qu'ils savaient, qu'ils seraient assassinés et remplacés de façon régulière, pour garantir que les témoins du processus ne survécussent pas. Le système éliminait systématiquement ses propres témoins.
L'exemple le plus documenté, en décembre 1942, les derniers 400 membres du Sonderkommando qui avaient opéré le crématorium d'Auschwitz I, ceux qui avaient été préalablement obligés de déterrer et de brûler plus de 100 000 cadavres des fosses communes d'Auschwitz II, furent emmenés de retour au crématorium I et gazés. Une fois complété le travail, on éliminait le groupe qui l'avait réalisé. Malgré cette certitude, plusieurs membres du Sonderkommando prirent la décision de documenter ce qu'ils voyaient. Salmen Lewenthal enterra ses cahiers écrits en yiddish près du crématorium III. Ils furent retrouvés en 1962. Leibe Langfuss enterra le sien près du même crématorium. Il fut trouvé en 1952. Zalmen Gradowski enterra aussi ses écrits, dans lesquels il décrivait les procédures avec une précision qui, des décennies plus tard, servit d'évidence fondamentale pour les historiens. Un membre inconnu du Sonderkommando réalisa avec du charbon les dessins du dit cahier d'Auschwitz, 22 illustrations qui montrent le processus depuis la descente du train jusqu'au four. 4 photographies clandestines du processus d'extermination, prises depuis l'intérieur du camp et sorties en contrebande en septembre 1944 à l'intérieur d'un tube de dentifrice, arrivèrent aux mains de la résistance polonaise. Approximativement 100 membres du Sonderkommando survécurent à la liquidation du camp. Ils furent obligés de participer à la marche de la mort vers Mauthausen, où 3 jours après être arrivés, il leur fut demandé de se présenter pour passer l'appel. Aucun ne le fit. Sans registre qui les identifiasse comme Sonderkommando, plusieurs d'entre eux survécurent. Le capitaine Witold Pilecki de l'armée nationale polonaise se laissa arrêter. Le 19 septembre 1940, durant une rafle de la Gestapo dans le quartier de Zoliborz à Varsovie, Pilecki se situa délibérément dans la zone de l'opération, fut capturé et déporté à Auschwitz. Il arriva au camp sous l'alias de Tomasz Serafiński et reçut le numéro de série 4859. Sa mission était double: organiser un réseau de résistance à l'intérieur du camp et faire parvenir des informations au gouvernement polonais en exil à Londres sur ce qui était en train de se passer à Auschwitz. Depuis l'intérieur, Pilecki organisa la Związek Organizacji Wojskowej, l'Union des organisations militaires, et commença à envoyer des rapports de façon clandestine à travers des prisonniers libérés qui agissaient comme courriers. Son premier rapport, transmis oralement à travers l'ingénieur polonais Aleksander Wielkopolski, libéré en octobre 1940, arriva à Varsovie au mois suivant. Pour 1942, Pilecki avait réussi à établir un réseau de communication stable. Il resta à Auschwitz presque 2 ans et demi. Le 27 avril 1943, il s'échappa du camp à côté de 2 compagnons, durant la nuit, en utilisant un uniforme de travailleur de boulangerie. Dans son second rapport exhaustif, le dit rapport Doulet, Pilecki estima que 1,5 million de personnes, en majorité des Juifs, avaient été assassinées à Auschwitz. Le rapport fut distribué parmi les Alliés par le gouvernement polonais en exil. La réponse fut lente, insuffisante ou directement n'arriva pas. Selon l'historien Michael Fleming, la presse britannique répondit en 1943 et la première moitié de 1944, soit en ne publiant pas les rapports sur Auschwitz, soit en les publiant dans les pages intérieures. Le ministère des Affaires étrangères britannique se montrait réticent parce qu'il craignait que le public pût faire pression sur le gouvernement pour agir ou pour fournir un refuge aux Juifs. Une préoccupation similaire existait aux États-Unis. Pilecki survécut à la guerre et participa à l'insurrection de Varsovie de 1944. Il fut exécuté par le gouvernement communiste polonais en 1948, accusé d'espionnage pour le renseignement occidental et d'activités anti-polonaises. Il fut réhabilité posthumement en 1990. Le 27 avril 1944, Rudolf Wrba, numéro de série 44070, et Alfred Wetzler, numéro 29162, s'échappèrent d'Auschwitz de Birkenau. Leur plan avait tardé des mois à se préparer. Ils se cachèrent durant 3 jours dans une cachette que des compagnons avaient creusée sous une pile de bois stockée juste en dehors du périmètre intérieur électrifié, couvert de tabac arrosé d'essence pour confondre les chiens pisteurs. Quand l'alerte se leva, les SS assumaient que n'importe quel fugitif serait déjà sorti de la zone de recherche après 3 jours. Ils sortirent et marchèrent vers le sud.
Ils arrivèrent en Slovaquie 10 jours après. Devant le conseil juif slovaque à Žilina, Vrba et Wetzler dictèrent durant des jours un rapport de 32 pages qui décrivait avec précision technique et géographique le fonctionnement des installations d'extermination d'Auschwitz, la disposition des crématoriums, la capacité des chambres à gaz, le processus de sélection sur la rampe, les chiffres de déportés des différents pays européens, le fonctionnement du Sonderkommando. Le rapport Vrba-Wetzler, connu aussi comme rapport d'Auschwitz, fut le premier document qui décrivait depuis l'intérieur, avec une précision opérationnelle, le mécanisme de l'extermination de masse. Il fut traduit en hongrois, en anglais et en allemand. Sa circulation en juin 1944, quand les déportations hongroises étaient en pleine intensité, contribua directement à la décision du régent Miklos Horthy de suspendre temporairement les transports depuis la Hongrie en juillet de cette année-là. Le 27 mai 1944, Arnost Rosin et Czesław Mordowicz s'échappèrent aussi en Slovaquie. Leurs témoignages se combinèrent avec ceux de Vrba et Wetzler et avec le rapport du prisonnier polonais Jerzy Tabo, qui s'était échappé le 19 novembre 1943 pour former les dits protocoles d'Auschwitz. Publié intégralement en novembre 1944 par la Junte des réfugiés de guerre des États-Unis, ils furent la première exposition publique complète de ce qui se passait au camp. Pour quand les protocoles furent publiés, les crématoriums de Birkenau avaient traité 437 000 juifs hongrois. Le 7 octobre 1944, les architectes du camp calculèrent que quelque chose était impossible. Et cela arriva. Le détonateur fut l'annonce que 300 membres du Sonderkommando seraient transférés pour nettoyer des décombres dans un village voisin. Les membres du Sonderkommando savaient exactement ce que signifiaient ces transferts. Les groupes qui étaient arrivés avant eux avaient disparu de cette même manière. Le groupe, composé principalement de juifs grecs et hongrois, se souleva avec ce qu'il avait sous la main, des pierres, des marteaux, des outils de travail. Ils tuèrent 3 gardes des SS. Ils incendièrent le crématorium 4 avec des chiffons imbibés d'huile volée de la salle des machines. Le crématorium 4 brûla. Les membres du Sonderkommando du crématorium 2, en entendant l'explosion, crurent que la révolte s'était étendue à tout le camp. Ils jetèrent leur capot allemand dans l'un des fours allumés. Ils coupèrent le fil de fer électrifié avec des pinces qu'ils avaient obtenues de façon clandestine et fuirent vers Rajsko, où ils se cachèrent dans la grange d'un sous-camp d'Auschwitz. Les SS arrivèrent, entourèrent le bâtiment et l'incendièrent. Quand la rébellion fut écrasée, 451 membres du Sonderkommando avaient été assassinés. 4 femmes qui avaient fourni les explosifs depuis l'usine de munitions d'Auschwitz, Rosa Robota, Alla Gertner, Estera Weichblum et Regina Saphirstein, furent arrêtées, torturées pour obtenir des informations et pendues publiquement le 6 janvier 1945. Les 212 membres du Sonderkommando qui survécurent à la révolte vécurent plusieurs mois de plus. Zalmen Gradowski, qui mourut durant ou peu après la rébellion, avait enterré ses cahiers écrits en yiddish près du crématorium 3. Après la guerre, un autre survivant du Sonderkommando indiqua au procureur où creuser. Les notes furent trouvées et publiées des décennies après sous le titre « Au cœur de l'enfer ». La révolte du Sonderkommando est le seul soulèvement armé qui eut lieu dans le complexe d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Elle échoua dans ses objectifs militaires. Mais les plans, les dessins et les documents que ses membres avaient enterrés survécurent. En mai et juin 1944, durant les déportations hongroises, l'équipe d'identification photographique, le Erkennungsdienst, d'Auschwitz documenta le processus d'arrivée des transports avec plus de 200 photographies. Ces images, connues collectivement comme l'album d'Auschwitz, constituent le registre visuel le plus complet qui existe du processus de sélection. Elles montrent des familles entières, des hommes avec des chapeaux, des femmes avec des manteaux, des enfants tenus par la main, des vieillards appuyés sur des cannes. Elles montrent la descente des déportés des wagons, la formation des colonnes, les médecins des SS montrant du doigt. Mais elles furent prises par les SS elles-mêmes. L'historien James Bulgian signala dans une analyse académique que ces images sont très fragiles historiquement si on ne les utilise pas de façon critique,
parce qu'elle représente le processus de sélection tel et comme les SS voulaient qu'il fût vu, ordonné, contrôlé, efficient. En sont absents la terreur, les cris des enfants séparés de leur mère, le chaos de ceux qui comprenaient où ils étaient. Y sont présents les officiers en uniforme impeccable et l'apparence de procédures routinières. L'album fut trouvé après la guerre par Lily Jacob, survivante hongroise qui reconnut dedans des images de sa famille et de sa communauté, dans un baraquement abandonné du camp de Dora Mittelbo. Les photographies furent déposées à Yad Vashem, où elles restent comme l'un des documents les plus importants et les plus complexes de l'Holocauste. Ce que l'album montre, et ce qu'il cache, est un témoignage de la construction délibérée d'un récit par part du régime. La machinerie d'extermination produisait aussi sa propre iconographie officielle. Les 4 photographies clandestines du Sonderkommando, prises avec un appareil introduit de contrebande dans le camp, qui montre des cadavres près des fosses de crémation en plein air et des groupes de femmes marchant vers la chambre à gaz, représentent le contrepoint documentaire que les images de l'album officiel omettent. Le 16 mai 1944, les SS tentèrent de liquider le camp familial des Roms, le Ziegener Familienlager, secteur Beyen et de Birkenau, où vivaient, de façon atypique et pour des raisons que les historiens n'ont pas déterminées avec certitude, des familles roms qui avaient été autorisées à rester ensemble. Les Roms se résistèrent. Armés de couteaux, de tubes de fer et d'outils de travail, ils se retranchèrent dans les baraquements. Les SS se retirèrent. Ce n'était pas la première fois que les Roms avaient opposé de la résistance. 2 prisonniers roms tchèques, Ignaz et Frank Denel, avaient tenté de s'échapper en décembre 1942, le second avec succès. Le registre d'Auschwitz, les Hauptbücher, documente que 20 946 Roms furent des prisonniers enregistrés dans le camp. On estime que d'autres 3000 entrèrent sans être enregistrés. Après la tentative ratée de mai 1944, les SS transférèrent dans les mois suivants presque 2908 Roms à d'autres camps pour les utiliser comme travail forcé. Le 2 août 1944, les 2897 Roms qui restaient dans le camp familial, principalement des vieillards, des malades et des enfants qui n'avaient pas pu être transférés, furent gazés dans les crématoriums 2 et 3 de Birkenau. En tout, on estime que 500 000 Roms furent assassinés durant la Seconde Guerre mondiale dans ce que la communauté rom dénomme le porajmos, la dévorante. Parmi eux, au moins 21 000 moururent à Auschwitz. La reconnaissance internationale du génocide rom tarda des décennies à se matérialiser. L'Allemagne ne reconnut officiellement le porajmos comme génocide qu'en 1982, quand le chancelier Helmut Schmidt le fit dans un discours devant des organisations roms. Le 18 janvier 1945, Engelbert Marketsch, un criminel allemand transféré depuis Mauthausen, reçut le numéro de série 202499. Il fut le dernier prisonnier enregistré à Auschwitz. Ce même jour, alors que l'armée rouge avançait depuis l'Est, les SS ordonnèrent l'évacuation du camp. Approximativement 58 000 détenus, environ les 2/3 d'entre eux juifs, furent obligés de marcher vers l'ouest à pied, en plein hiver polonais, avec des températures qui pouvaient atteindre les 20 degrés sous zéro. Ceux qui ne pouvaient pas continuer étaient assassinés sur le lieu. Des détachements d'exécution suivaient la colonne et tuaient ceux qui traînaient en arrière. L'historien Peter Longerich estima qu'une 4e partie des déportés, approximativement 15 000 personnes, mourut durant ces marches ou dans les premiers jours de transit en train vers les camps de l'intérieur de l'Allemagne. Les trains étaient des wagons de marchandises ouverts, en plein janvier 1945. Le 20 janvier, les SS firent sauter les crématoriums 2 et 3. Le 23 janvier, les entrepôts Canada, où étaient stockés les biens confisqués des déportés, furent incendiés. Ils brûlèrent durant 5 jours. Le crématorium 5 fut détruit le 26 janvier, un jour avant que n'arrivât l'armée rouge. Le 27 janvier 1945 à 9 h du matin, des soldats de la 100e division de fusiliers de l'armée rouge entrèrent à Auschwitz III. D'autres unités de la 60e armée du 1er front ukrainien arrivèrent à Auschwitz 1 et 2 autour de 3 h de l'après-midi.
Ils trouvèrent 7000 prisonniers vivants dans les 3 camps principaux, 500 de plus dans les sous-camps et plus de 600 cadavres. Le colonel soviétique Georgi Elizavetsky décrivit des décennies après comment il tenta de parler avec les survivants en russe, en polonais, en allemand, en ukrainien, sans réponse. Quand il dit quelques mots en yiddish, s'identifiant comme juif, annonçant la libération, les survivants coururent vers les soldats et se agenouillèrent. Primo Levi, qui se trouvait à l'infirmerie avec la scarlatine et n'avait pas été évacué, décrivit les 4 premiers soldats à cheval qui s'approchèrent. Ils lançaient des regards étrangement embarrassés au corps et aux survivants. « C'était cette honte que nous connaissions si bien », écrivit-il plus tard. Le sentiment de culpabilité que tel crime existât, qu'il se fût introduit irrévocablement dans le monde des choses existantes. Rudolf Höss fut arrêté par les services de renseignement britanniques le 11 mars 1946 près de Flensburg, dans le nord de l'Allemagne, où il vivait sous l'alias de Franz Lang en travaillant comme fermier. Son épouse Hedwig avait résisté durant des jours aux interrogatoires des Britanniques avant de révéler la localisation de son mari. Il fut transféré à Nuremberg pour témoigner au procès du SS Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner. Ces déclarations devant le tribunal, prononcées avec un calme bureaucratique qui perturba même des procureurs habitués aux témoignages les plus perturbateurs, constituèrent une évidence fondamentale pour le procès de Nuremberg. Höss affirma devant les procureurs qu'au moins 2,5 millions de personnes avaient été gazées à Auschwitz, bien que dans ses mémoires postérieures, il nuança ce chiffre en le considérant exagéré. Le consensus académique actuel, basé sur les études de František Pieper, établit à au moins 1,1 million le nombre total de victimes. Il fut extradé en Pologne le 25 mai 1946. Il écrivit ses mémoires dans la prison de Varsovie entre août et septembre 1946, publié pour la première fois en polonais en 1951 et en allemand en 1958 sous le titre « Commandant in Auschwitz ». Le tribunal suprême national polonais le condamna à mort le 2 avril 1947. Le 16 avril 1947, Rudolf Höss fut pendu dans l'enceinte d'Auschwitz, à côté du crématorium, qu'il avait construit et où il avait présidé au premier gazage. À Cracovie, du 25 novembre au 22 décembre 1947, le tribunal suprême national polonais poursuivit 40 ex-membres du personnel du camp, 23 condamnations à mort, 7 peines de prison à perpétuité, 9 peines de prison. Parmi les exécutés, le commandant Arthur Liebehenschel et la chef du camp de femmes, Maria Mandl. Les procès d'Auschwitz de Francfort, célébrés du 20 décembre 1963 au 20 août 1965, poursuivirent 22 accusés durant 180 jours, avec une accusation de 700 pages et un rapport historique de 300 pages élaboré par le Institut für Zeitgeschichte, incluant les témoignages de 254 témoins. De les 22 accusés, 19 furent condamnés, 6 à la prison à perpétuité. Des approximativement 6335 membres du personnel des SS qui travaillèrent à Auschwitz, pas plus de 789, moins de 15%, furent poursuivis à un moment quelconque. Depuis 1941, une information détaillée sur les atrocités commises à Auschwitz circulait parmi les Alliés par de multiples canaux. Les rapports de Witold Pilecki, les rapports du gouvernement polonais en exil, les témoignages de prisonniers libérés. Le 8 novembre 1942, le New York Times publia un article intitulé « Nazis reported killing Jews of Europe », basé sur une déclaration du gouvernement polonais en exil qui décrivait l'assassinat d'1 million de Juifs polonais. L'article apparut à la page 10. Quand les protocoles d'Auschwitz arrivèrent aux mains des organisations juives et des gouvernements alliés en l'été de 1944, se produisirent des demandes actives de bombarder les voies ferrées qui conduisaient à Auschwitz ou les crématoriums eux-mêmes. Le débat interne dans les gouvernements alliés fut documenté avec détail dans les archives déclassifiées des décennies après. Le secrétaire à la guerre des États-Unis, Henry Stimson, rejeta la proposition de bombardement en août 1944, argumentant qu'elle détournerait des ressources des opérations militaires en cours.
La Royal Air Force réalisa des vols de reconnaissance sur Auschwitz en 1944 qui produisirent des images aériennes détaillées du camp, incluant les crématoriums avec leurs cheminées, qui ne furent pas analysées à ce moment-là par rapport aux installations d'extermination. Le 20 août 1944, les bombardiers alliés attaquèrent l'usine D.J. Farben à Monowitz, à de rares kilomètres des crématoriums, sans attaquer les installations d'extermination. Sur les photographies de reconnaissance prises ce jour-là par la RAF, les crématoriums 2 et 3 de Birkenau apparaissent visibles. Ils ne furent pas des objectifs. Les lignes ferroviaires qui conduisaient à Auschwitz ne furent pas bombardées. Les chambres à gaz ne furent pas bombardées. Le débat sur si l'avoir fait aurait sauvé des vies, et dans quelle magnitude, continue d'être l'un des plus controversés de l'historiographie de l'Holocauste. En l'été de 1944, alors que les Alliés débattaient, les crématoriums de Birkenau traitaient entre 8 000 et 12 000 personnes par jour. Les chiffres finaux du camp, selon l'étude de l'historien František Peiper, publiée par Yad Vashem en 1991, sont les suivants. Sur les au moins 1,3 million de personnes envoyées à Auschwitz, entre 1940 et 1945, au moins 1,1 million furent assassinés. Parmi elles, approximativement 960 000 juifs, 865 000 d'entre eux furent gazés directement à leur arrivée sans être enregistrés. 74 000 Polonais ethniques, 20 et 1 000 Roms, 15 000 prisonniers de guerre soviétiques, entre 10 000 et 15 000 citoyens d'autres nationalités européennes. Un juif sur 6 assassiné dans l'Holocauste mourut à Auschwitz. Par pays d'origine, les chiffres sont Hongrie, 430 000, Pologne, 300 000, France, 69 000, Pays-Bas, 60 000, Grèce, 55 000, Protectorat de Bohême et de Moravie, 46 000, Slovaquie, 27 000, Belgique, 25 000, Allemagne et Autriche, 23 000, Yougoslavie, 10 000, Italie, 7 500, Norvège, 690. Les Allemands tentèrent activement d'occulter ces chiffres. En juillet 1942, selon les mémoires de Heuss, Himmler ordonna, à travers le bureau d'Eichmann et du commandant de l'SS Paul Blobel, que toutes les fosses communes devaient s'ouvrir et les cadavres s'incinérer, et que les cendres devaient s'éliminer de telle manière qu'il fut impossible dans le futur de calculer le nombre de cadavres incinérés. L'opération reçut le nom de code de Sonderaktion 1005. En 2018, une enquête commandée par la Clems Conference trouva que le 41% des adultes américains interrogés ne savaient pas ce qu'était Auschwitz. Le 22% déclara n'avoir jamais entendu parler de l'Holocauste. Les chiffres du camp sont vérifiables parce que la machinerie bureaucratique de l'extermination généra une documentation même alors qu'elle tentait de la détruire. Les plans des crématoriums sont dans les archives de Yad Vashem. Les lettres de Bayer à Heuss sont dans les archives du camp. Les factures de Topfundsøn sont dans les archives d'Erfurt. Le protocole de Wannsee est dans les archives du ministère des Affaires étrangères allemand. Auschwitz ne commença pas avec les chambres à gaz. Il commença avec une décision bureaucratique à Berlin, avec un architecte qui signa un plan, qu'ont une entreprise qui calcula la rentabilité de la main-d'œuvre esclave, avec un médecin qui montra du pouce à droite ou à gauche. Le horreur le plus profond d'Auschwitz n'est pas qu'il fût possible, c'est qu'il fut planifié.